À toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux différentes formes d'accession sociale à la propriété. Alors, j'espère que vous êtes tous bien connectés et bien installés. Je suis Elisabeth Mariotti, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Alors après, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je serai accompagnée de Monsieur Denis Tessner et de Madame Juliette Grenier de la Fédération des COP HLM, qui est donc notre partenaire privilégié et qui vont nous faire partager leur expertise sur notamment donc les différentes formes d'accession aujourd'hui à la propriété. Alors, ce webinaire, il va durer environ 45 minutes, on va dire 30 minutes de présentation, puis un quart d'heure pour poser vos questions. Alors, comme la séance va être enregistrée, nous allons désactiver en tout cas les micros. Si possible, désactivez vous-même les micros, c'est encore plus simple. On va aussi désactiver les caméras afin d'assurer une meilleure fluidité pour nos intervenants. N'hésitez surtout pas à poser vos questions au fil de l'eau, mais directement dans la conversation. Nous les reprendrons plutôt en fin de session. Voilà. Et pour ceux et celles qui souhaitent revoir la présentation, sachez qu'à la fin de celle-ci, un lien pourra vous être envoyé entre demain et lundi pour que vous puissiez revoir les choses. Mais enfin, le mieux, c'est quand même de rester avec nous pendant toute la session pour avoir les informations au fur et à mesure. Donc voilà, donc s'il vous plaît, je vous redemande de couper vos micros quand vous vous connectez parce que sinon, ça peut être assez dérangeant pour les intervenants. Merci par avance et puis donc, on va commencer ce webinaire. Un souci d'affichage. Alors, avant d'attaquer notre sujet principal, quelques mots quand même sur le CSF. Le Crédit social des fonctionnaires, c'est une association qui existe depuis 1955. Elle a été créée par des fonctionnaires pour les fonctionnaires et plus largement pour tous ceux qui participent au service public. Notre rôle, c'est de sélectionner les meilleures solutions de crédit, d'épargne ou d'assurance pour accompagner nos adhérents dans leurs projets. L'idée est vraiment d'être un partenaire, un facilitateur. Quelques repères pour situer notre groupe. Le CSF, faut déjà savoir que c'est un acteur national, donc ce qui veut dire que où que vous soyez, il y a forcément une agence proche de chez vous. Aujourd'hui, nous représentons plus de 2,4 millions d'adhérents depuis notre création. Nous faisons environ 9000 projets immobiliers financés chaque année. Nous sommes 350 collaborateurs et nous avons une trentaine de partenaires financiers. Alors cela, ça veut dire quoi? C'est que ça fait de nous, je pense, un acteur solide et reconnu avec une vraie expertise dédiée aux agents du service public. Nos domaines d'intervention, concrètement, nous accompagnons nos adhérents dans plusieurs types de projets, que ce soit financement immobilier, l'assurance des emprunteurs, le regroupement de crédit, bien sûr, les prêts à la consommation, mais également des solutions d'épargne et de retraite. Alors l'objectif, c'est simple, c'est de proposer des solutions adaptées à chaque situation et d'offrir un accompagnement clair, accessible et personnalisé. Voilà pour le CSF. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer la parole à notre partenaire qui va nous présenter la Fédération des COP HLM. Denis, donc je vous passe la parole. Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la Fédération des coopératives HLM, c'est une fédération professionnelle qui représente ses adhérents, donc les coopératives HLM, sur le territoire métropolitain, mais aussi en Outre-mer. Alors, les coopératives HLM ont une mission d'intérêt général, c'est de proposer des logements en accession sociale à la propriété depuis très longtemps, depuis 1908 pour sa résidence principale, sous conditions de ressources et de prix. Donc tout ça est très encadré, avec des dispositifs plutôt innovants et adaptés qu'on va essayer de détailler le plus simplement du monde. Donc en quelques chiffres, qu'est-ce qu'on représente? En fait, les coopératives HLM sur le territoire ont construit en 2024 et vendu en accession sociale à peu près 3000 logements. Ça peut aller jusqu'à 4000 les bonnes années. Ça se répartit de la manière suivante. Ça représente à peu près 50% de ces logements en location-accession, donc PSLA, on va détailler tout ça plus tard. 17% en bail réel solidaire et 22%
en VFA. Sur ces logements-là, on constate que à peu près un tiers disposait d'un apport personnel inférieur à 10% du prix du logement, Mhm. que 56% étaient des primo-accédants et qu'à peu près deux tiers des ménages auxquels nous avons vendu ces logements sont sous plafond de revenus PLUS. Alors, Elisabeth. alors Denis, justement, est-ce que vous pouvez préciser un peu ce qu'est le plafond de revenu là pour nos auditeurs? Tout à fait. Donc le plus, c'est un acronyme, hein, ça veut dire prêt locatif à usage social. C'est en fait une référence au plafond de revenus établi dans le locatif social Oui. qui déterminé en fonction de la composition du ménage, du zonage, donc de la localisation du bien. Et ça correspond à peu près à 2,5 SMIC à peu près. Ce qui veut dire qu'en fonction de sa zone, hein, ça va de 2 SMIC à 2,8 Oui. exactement. Mais pour faire simple, ça veut dire qu'il y a à peu près donc deux tiers des ménages auxquels nous avons vendu ces logements qui ont un revenu fiscal de référence, donc 2 ans avant, parce que c'est comme ça que ça se calcule, inférieur à peu près à 2,5 fois le SMIC. Voilà pour être un peu D'accord. plus clair. Merci beaucoup, Denis, pour ces explications. Donc là, maintenant, on va passer justement aux différents dispositifs et formules, notamment de l'accession sociale ou l'accession maîtrisée. Là, notamment, nous allons parler de l'achat en VFA ou en TVA 5,5, ce qu'on appelle TVA 5,5, hein, c'est simplement une TVA réduite. Oui, alors en effet, chaque personne peut effectivement prétendre, si elle est éligible, à acheter en TVA réduite ou son logement social dans l'ancien. Donc, pour faire simple, il s'agit là, on parle bien de l'acquisition d'un logement neuf, donc dans les zones en rue, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine, ou les quartiers prioritaires de la ville ou à proximité de ces quartiers, toujours en résidence principale sous condition de ressources et de prix. Et évidemment, l'intérêt, c'est aussi pour vous la TVA à taux réduit à 5,5. On peut aussi acheter son logement social dans l'ancien. Donc là, ça s'adresse aux occupants, Mhm. mais également quand il y a des logements vacants, toujours à titre de résidence principale et sous certaines conditions. Donc je ne vais pas les détailler là. L'intérêt, c'est que évidemment le prix est très inférieur au marché et c'est éligible aux prêts à taux zéro notamment. Voilà, Elisabeth, pour cette première possibilité, qui n'est pas D'accord, la donc plus usuelle, vous l'avez vu oui, tout tout à à fait. l'heure en pourcentage. Tout à fait. Donc ça, par contre, on peut quand même dire à nos auditeurs que la vente en état futur d'achèvement, hein, ce qu'on appelle acheter en VFA ou en TVA réduite, il y a des logements que l'on peut retrouver à peu près sur l'ensemble du territoire. Donc là, en effet, on va passer à une des premières, premier dispositif d'accession à la propriété qui s'appelle le PSLA. Donc certainement que nos auditeurs nous en ont déjà entendu parler. Le PSLA, c'est un dispositif en fait hein, qui permet d'aller vers la propriété progressivement en plusieurs étapes, notamment d'abord vous entrez dans un logement neuf en tant que locataire accédant. Et puis pendant une période qui va de 1 à 4 ans, hein, ça dépend des programmes, vous allez payer ce qu'on appelle une redevance hein, qui correspond à un loyer plus à une part d'épargne. Donc ce loyer, cette épargne, en fait, c'est ce qui va vous permettre de constituer, l'épargne va vous permettre de constituer un certain montant pendant cette période de location-accession qui pourra ensuite vous servir d'apport dans le cadre de l'acquisition de votre logement. Ensuite, quand vous êtes prêt, eh bien, vous allez pouvoir ce qu'on appelle lever l'option et devenir propriétaire du logement. Donc le prix de vente, il est encadré, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Et il y a aussi des avantages financiers, une TVA donc réduite, une exonération pardon, de la taxe foncière hein, pendant plusieurs années, donc pendant 2 ans en général, et des conditions de financement qui sont plus favorables. C'est un dispositif qui est sécurisé. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en cas de coup dur ou d'accident de la vie ou d'une mutation, hein, il y a plein de choses qui peuvent se produire au fur et à mesure des années, pendant la période notamment où vous venez acquéreur de ce logement. Le bailleur, en fait, va vous proposer une solution de rachat ou de relogement. Il peut avoir à le faire si vous devez
pour des raisons personnelles, vraiment de devoir quitter le logement. Donc l'objectif du PSLA, c'est vraiment de permettre une accession qui soit progressive, encadrée et sécurisée. Alors bien sûr, moi je vous parle quand même sous le couvert de nos experts. Est-ce que Denis, vous voulez, par rapport à ce que je viens de dire, peut-être compléter ou ajouter quelque chose? Non, mais c'est extrêmement bien résumé, extrêmement clair, hein. Donc, ça D'accord. permet effectivement de passer en douceur du statut de locataire à propriétaire, comme ça a été effectivement décrit. Et D'accord. ça constitue, vous l'avez vu un peu plus haut, la majorité encore aujourd'hui Mhm. des ventes en accession sociale à la propriété. C'est ce dispositif-là qui est encore majoritairement utilisé. Alors, pour compléter ce que l'on vient de vous dire sur la partie donc prêt social, location, accession, hein, puisque c'est ce que veut dire l'acronyme PSLA, là on va vous parler, enfin je vais vous parler plutôt des étapes, comment ça se passe lorsque vous venez acquéreur d'un logement PSL. Alors de toute façon, la base de tout, c'est quand même de connaître votre capacité d'emprunt. Pour cela, vous allez passer donc par un établissement financier, en l'occurrence aujourd'hui par le CSF, et nous allons vous fournir ce qu'on appelle un préaccord PSLA. Une fois que vous avez ce préaccord, en fait, vous pouvez aller voir le bailleur et donc signer un contrat de réservation avec lui afin de pouvoir donc vous porter acquéreur de ce futur logement. Vous allez passer 2 fois chez le notaire, la première fois pour la livraison avec la signature du contrat de location-accession. Ensuite, donc, vous allez rentrer dans les lieux. Vous allez donc commencer votre phase acquisitive, hein, comme je vous disais tout à l'heure, avec votre loyer d'un côté et puis cette part d'épargne qui va se constituer au fur et à mesure que vous allez rester dans les lieux. Et puis, à un moment, le bailleur va vous informer que vous pouvez lever l'option. À partir de ce moment, donc, vous décidez de devenir acquéreur de votre logement. À ce moment-là, vous revenez voir le conseiller au CSF, on finalise ensemble le montage de votre projet, on met ensemble en place le financement avec la banque que l'on aura choisi avec vous en fonction de votre situation. Et puis ensuite, eh bien, vous aurez donc votre emprunt et vous pourrez à ce moment-là signer chez le notaire. Et c'est à ce moment-là que la part d'épargne va rentrer dans le montage financier, puisque cette épargne va vous servir soit d'apport, soit va être déduite du montant final. Bref, cette épargne n'est pas du tout perdue. Au contraire, elle a été faite pendant toute la partie où vous étiez locataire accédant, mais vous n'étiez pas encore propriétaire. Donc cette part-là vous servira à ce moment-là, au moment du financement. Ça, c'est pour donc ce qu'on appelle le prêt social location accession. Maintenant, nous allons voir un autre dispositif qui est un peu moins connu, mais dont on entend quand même parler assez souvent, hein, que ce soit même aux infos ou partout, qui s'appelle le bail réel et solidaire. Et là, donc, je vais repasser la parole à notre partenaire, et cette fois-ci, c'est à Madame Juliette Grenier que je passe la parole sur la partie BRS. Merci Elisabeth. Donc effectivement, je vais parler du bail réel solidaire. Donc en fait, le bail réel solidaire, c'est aussi un dispositif d'accession sociale à la propriété qui repose sur l'existence d'un organisme de foncier solidaire, donc un OFS. En fait, l'OFS, c'est une entreprise, une structure qui est agréée par le préfet de région, donc par l'État, et dont le rôle est d'acheter un terrain et ensuite de contractualiser avec un opérateur, donc ça peut être par exemple une coopérative d'HLM, et cette coopérative d'HLM va construire des logements sur ce terrain, des logements en bail réel solidaire. L'avantage vraiment principal du bail réel solidaire, c'est que l'OFS dissocie économiquement la partie foncière de celle du bâti. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le BRS est très abordable par rapport au marché libre. Et cette dissociation est faite par le biais, en fait, juridiquement, l'OFS va céder des droits réels aux accédants, donc à vous, sur ces logements. Donc en fait, ça veut dire que les droits réels immobiliers ne sont pas une propriété pleine et entière sur ce logement, de manière un peu plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, les accédants ont un droit de jouissance et d'usage sur le bien. Donc par exemple, en fait, quand vous rentrez dans les lieux, vous allez avoir la possibilité de refaire la déco, de refaire votre cuisine. Si vous êtes dans une maison individuelle et qu'il y a un jardin, vous allez pouvoir faire votre potager. Donc vraiment, en fait, vous allez pouvoir utiliser le logement comme tout propriétaire classique, mais il va y avoir des contreparties en fait à cette propriété et on verra un peu plus tard dans la présentation. Et donc c'est pour ça qu'on parle de droit réel et immobilier sur le logement, qui n'est donc pas une propriété pleine et entière.
L'OFS, lui, va rester présent tout le temps de votre présence dans le logement et sera aussi vraiment une figure d'accompagnant pour vous. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y aura des questions, et notamment au moment de la revente, ça sera vers lui qu'il faudra vous retourner. D'accord, donc je me permets d'insister un petit peu, en tout cas d'éclaircir pour bien que ce soit compris par tous. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le dispositif, Juliette, vous nous confirmez quand même qu'on est bien propriétaire dans le cadre d'un bail réel et solidaire, même si nous ne sommes pas propriétaires du terrain, et on va voir pourquoi après dans le détail au niveau des étapes pour acheter en BRS. La réalité quand même, c'est qu'on peut jouir de son bien, on peut quand même faire les choses dans notre logement comme si il nous appartenait totalement. Absolument, ouais, vous êtes effectivement propriétaire donc, de ce droit réel immobilier, vous êtes propriétaire et c'est pour ça que, par exemple, vous allez payer la taxe foncière d'habitation, enfin la TFPB. Donc vraiment, en fait, vous allez être considéré comme étant propriétaire de votre bien. D'accord, mais quel est le gros avantage finalement d'acheter en BRS? C'est le prix, c'est Alors effectivement, donc on verra aussi un peu plus tard parce qu'on a une petite slide qui récapitule tout ça, mais effectivement, en fait, on est souvent entre 30 et 50% en dessous des prix du marché. Donc vraiment, en fait, le dispositif de BRS permet à des ménages qui n'auraient pas pu, enfin des accidents qui n'auraient pas pu habiter sur des lieux avec une extrême tension immobilière. Et ça permet en plus souvent d'acheter la pièce en plus, donc d'avoir des logements qui correspondent mieux et bien, en fait, au nombre de personnes qui sont présentes dans le foyer. d'accord. Donc merci déjà pour ces premières explications. En effet, on va le revoir un petit peu plus en détail après. Là, donc, quelles sont les étapes en fait pour acheter en BRS? Donc, tout d'abord, en fait, quand vous allez voir la coopérative d'HLM qui va vous vendre les biens en bail réel solidaire, il va y avoir des conditions d'éligibilité à respecter. Donc, il va y avoir en fait des plafonds de ressources à respecter, donc exactement les mêmes plafonds que pour ceux du PSLA. Et il faudra également que vous ne soyez pas propriétaire d'un logement qui, euh, qui vous permettrait en fait déjà de vivre. Parce qu'en fait, vraiment, le BRS, c'est pour de la résidence principale, donc c'est pas du tout de l'investissement. Donc, il ne faut pas que vous soyez propriétaire. Donc, vous aurez à signer une attestation de patrimoine disant que vous n'êtes pas propriétaire ou que si vous êtes déjà propriétaire, ce n'est pas un bien qui, en le revendant ou avec les fruits des loyers, vous permet d'acheter dans le marché libre. Donc ça, c'est un peu une nouveauté qui a été rajoutée, mais voilà, c'est les deux conditions principales pour être éligible à un logement en bail réel solidaire. Et donc ensuite, il y a effectivement l'estimation de la capacité d'emprunt, puisque sans cette capacité d'emprunt, vous ne serez pas en mesure d'accéder à un logement en bail réel solidaire. Ah, Je sais pas si les personnes qui ont j'ai- coupé ce micro. oui, Ouais, voilà, super. ça va Merci mieux. beaucoup. Merci. Euh, Donc Juliette, on vous avait perdu un petit moment. Donc allez-y, je vous en prie. Merci. Et donc ensuite, une fois que vous avez cette estimation de la capacité d'emprunt, en fait, la coopérative d'HLM va aller voir l'OFS et va donner toutes ces informations sur vous. Et l'OFS pourra ensuite vous donner un agrément. Donc, c'est-à-dire que si vous respectez bien les conditions d'éligibilité, que votre capacité d'emprunt est OK, il va vous dire c'est bon, on peut partir avec vous. Donc à ce moment-là, la coopérative d'HLM et vous pouvez réserver le logement. Le montage du dossier de prêt est en cours, vous êtes financé et vous signez votre acte chez le notaire et vous rentrez donc dans le logement en bail réel solidaire. D'accord, merci beaucoup pour ces explications, Juliette. Donc maintenant, en fait, on va plutôt parler aussi des avantages et des spécificités un petit peu à acheter justement en BRS. Exactement. Donc, comme je le disais, le bail réel solidaire, c'est vraiment l'avantage principal, c'est que ça permet d'avoir des logements abordables. Donc, c'est-à-dire que les logements sont entre 30 à 50 moins chers que le prix du marché. On est exclusivement dans des zones tendues, puisque en fait, sinon, il n'y aurait pas un décalage suffisant avec le prix du marché. Vous avez accès à une TVA à 5,5. Vous pouvez également vous faire financer avec un PTZ, et on en parlera un peu plus tard, il me semble. Et la taxe foncière peut être réduite ou déduite à totalité selon les communes. Donc là, ça sera à vous, accédant, de demander à la coopérative d'HLM ou à la collectivité si cet abattement ou cette réduction totale existe ou non sur les territoires. Donc, c'est aussi à vous de faire cette démarche pour voir comment ça se passe sur le territoire. En contrepartie de ce logement qui va être abordable, en fait, déjà, c'est uniquement pour la résidence principale. Il y a des critères d'éligibilité et il y a également une redevance mensuelle à payer à l'OFS.
en fait, cette redevance constitue une partie de remboursement d'emprunt pour l'OFS. Parce qu'en fait, l'OFS, lui, a acheté le terrain. Et en fait, si le logement est aussi abordable, c'est parce que l'OFS, lui, il lisse le prix du terrain sur le très long terme, sur 80 ans. Et donc, en fait, cette redevance va permettre à l'OFS de rembourser l'emprunt qu'il a fait sur le terrain et également d'avoir de répondre à ses frais de gestion. Donc, en règle générale, les redevances mensuelles, selon après la tension économique et immobilière sur le territoire, on est entre 1 euro et 3,5 euros du mètre carré. Donc, les 3,5 euros du mètre carré, c'est vraiment le plus cher qu'on peut trouver en France et c'est en Île-de-France. C'était pourquoi. Et ensuite, l'autre contrepartie au dispositif de bail réel solidaire, c'est le prix de revente qui est encadré, puisqu'en fait, l'objectif du bail réel solidaire, c'est qu'il y ait une solidarité entre les différentes générations d'accédants qui seront dans le logement en bail réel solidaire. C'est-à-dire que vous, en fait, vous avez bénéficié d'un prix avantageux, et ben en fait, il va falloir que vous fassiez également bénéficier de ce prix avantageux à la personne à laquelle vous revendrez le logement. Donc, c'est pour ça que le prix de revente est encadré et qu'il faudra aller voir votre OFS pour qu'il puisse vous expliquer à ce moment-là quels sont en fait, les critères de sélection et quels sont le prix maximum à respecter au moment de cette revente. Donc, on peut dire que c'est un outil un peu anti-spéculatif, hein. Le but est bien que cela reste toujours sur des tarifs qui soient tout à fait abordables et qui permettent aux différents ménages qui se succèdent, en effet, d'accéder à la propriété dans les meilleures conditions. Exactement. On peut voir ça comme ça. Donc vous parliez justement, Juliette, en effet, des plafonds de ressources, hein, donc on en parle depuis tout à l'heure, que ce soit pour le PSLA ou pour le BRS. Donc voici en effet les plafonds de ressources. Est-ce que là, c'est peut-être Denis qui veut reprendre Oui, la main et puis expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ces plafonds de ressources? oui, alors c'est effectivement encadré par un agrément de l'État, que ce soit le Pardon. PSLA ou donc les autres dispositifs. Et ce plafond de ressources, en fait, il est déterminé en fonction de la localisation du bien. Donc on a les zones A bis, A, c'est les zones les plus chères, et les zones B2C, c'est les zones les moins chères en fait. Donc ça correspond à bis, en gros aux grandes agglomérations, Paris, sa banlieue, la Grande Couronne, quelques communes de Provence. Et puis B1, ben, c'est les grandes agglomérations quand même dynamiques, l'outre-mer, B2C, ce sont les autres. Et puis la composition des ménages, j'apporte une petite précision, c'est que la notion de jeune ménage, elle s'entend quand la somme des deux personnes, les âges des deux personnes, ne dépasse pas 55 ans révolus. Donc ça peut vous permettre de vous positionner. Alors, je vais prendre juste un exemple. Pour nos auditeurs, ça sera plus simple. Je suis infirmier ou infirmière, j'habite à Rouen. Donc, je veux chercher quelle est ma zone. Bah, la zone, vous la retrouvez sur servicepublic.gouv.fr. Si vous tapez, par exemple, simulateur zonage ABC sur Internet, vous allez très vite tomber sur un simulateur. Vous rentrez votre ville, vous trouvez la zone où vous habitez. Donc, on revient avec notre infirmier ou notre infirmière qui est muté à Rouen. Elle veut ou il veut acheter un logement de 40 mètres carrés, bah, il va se situer en zone B1. Et cette personne seule, donc ses ressources pour être éligible au dispositif PSLA ou au BRS ne peut pas dépasser, donc on parle là des revenus de référence, revenus fiscaux de référence Tout à fait. 2023 pour une demande en 2025, c'est toujours 2 ans avant, eh bien ces revenus ne peuvent pas dépasser sur le tableau 38 508 euros exactement. De la même manière, la coopérative HLM susceptible de lui proposer un bien en accession sociale à la propriété en PSLA, on va prendre cet exemple, pour un 40 mètres carrés, eh bien, ça ne dépassera pas en zone B1, c'est 3 744 euros de plafond de prix en surface utile au mètre carré. Donc, ça veut dire que pour 40 mètres carrés, le prix ne dépassera pas, hors taxe, 149 760 euros exactement. Donc, la coopérative est tenue de vous proposer un prix qui ne dépasse pas ce plafond,
sinon elle n'a pas l'agrément de son opération. Donc, c'est aussi une sécurité pour l'auditeur, hein, je le rappelle, d'avoir tous ces plafonds parce que, certes, ça représente une contrainte de ressources, mais en contrepartie, non seulement il y a la TVA à taux réduit, mais en plus, vous êtes sûr que l'organisme, donc la coopérative, vous proposera un prix qui est encadré. Donc 149 760 euros. Et pour la redevance locative en PSLA, de la même manière, on a un maximum qui est tenu de respecter donc la coopérative HLM, c'est 10,13 euros de redevance maxi donc en mètres carrés de surface utile, ce qui fait pour 40 mètres carrés 405,20 euros exactement, auquel il faut rajouter, Elisabeth en a parlé, la partie d'épargne qui permet effectivement, quand on lève l'option après, de déduire cette partie d'épargne du prix. Voilà, Elisabeth, j'ai essayé d'être, j'espère, clair sur ce petit J'espère. exemple et on répondra aux questions plus Mais- tard. En attendant, mais- effectivement, ça paraît compliqué comme ça, mais les coopératives et les organismes oui. HLM maîtrisent tout ça parfaitement, mais ça vous permet de manière efficace, je pense, de vous positionner à la fois en termes de ressources et de charges, puisque vous savez en gros à quoi vous attendre dans ce dispositif. Dès le début où vous signez votre contrat de réservation, j'insiste sur ce point, il n'y a pas de hasard et de surprise dans ce dispositif. Merci en effet, Denis, c'était particulièrement clair. Si jamais, bien évidemment, ce sont des dispositifs qui sont pas toujours très simples hein, à appréhender, mais n'hésitez pas, en effet, soit à aller voir le partenaire directement ou à aller voir aussi un conseiller au CSF qui est bien habilité et qui a bien les connaissances sur ce type de produits et de dispositifs. Donc, il sera tout aussi à même de vous aider dans vos démarches, mais surtout aussi par rapport au montant, en effet, et à votre capacité de financement. Alors, on a la chance d'avoir, comme je vous le disais au début, 2 experts avec nous. Donc, ils nous ont présenté les dispositifs. Peut-être vous êtes en train en même temps de mûrir un projet, c'est pour ça que vous êtes venus à ce webinaire. Donc là, Denis, je vais vous laisser présenter peut-être certains de vos programmes qui peuvent intéresser peut-être aussi l'offre de logement. Peut-être vous aviez des programmes à nous citer ou... Alors, en fait, Elisabeth, sur les offres de logement des COP HLM, il y a plusieurs manières de les retrouver. Oui, Nous, dans un premier temps, une fois que vous avez regardé effectivement votre éligibilité, on l'a vu tout à l'heure, c'est votre positionnement en termes de localisation du bien que vous recherchez, donc la zone, votre éligibilité en termes de ressources. Après, il faut trouver un logement. Et ça, effectivement, en PSLA ou en BRS. Donc, il y a plusieurs manières de faire. La première, et on l'a indiqué sur le salon virtuel de cette journée, sur notre oui, stand, vous pouvez aller sur le site de la fédération, trouver une COP et en fonction de votre ville et sur son site internet, vous regardez les offres de logement disponibles en PSLA, en BRS, voilà. Donc ça, c'est une première manière de faire. Vous avez aussi des logements qui peuvent être centralisés sur Bienvéo, qui est le site des organismes HLM. Donc là, ça s'adresse à tous les bailleurs, mais il n'y a pas la totalité non plus des offres. C'est la raison pour laquelle c'est toujours intéressant d'aller voir localement qui est présent et s'adresser directement à l'organisme. Et la dernière manière, c'est de regarder aussi les offres disponibles sur le site du CSF. En tout cas, dans le cadre du partenariat avec le CSF, vous pourrez toujours trouver un logement sur votre territoire et un bon prêt. Mais ça, Elisabeth va tout vous expliquer. merci Denis. En effet, alors donc la transition a particulièrement été bien faite. Comment financer son projet? Bon, vous savez tous qu'il faut bien évidemment en général faire un emprunt immobilier pour accéder à la propriété, mais il y a des aides aujourd'hui, notamment dans le cadre d'un logement neuf. Alors pas que, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais là, dans le cadre de ce qui nous intéresse aujourd'hui, le PSLA ou le BRS, ce sont en général des logements neufs. Et là, vous pouvez avoir accès
à différents types d'aides, notamment le prêt à taux zéro, hein, que vous connaissez certainement tous aujourd'hui. Ce prêt, en fait, a pour but, bien évidemment, de vous aider à financer votre emprunt immobilier à un coût particulièrement réduit puisqu'il est à 0%. Donc, ça permet quand même d'avoir sur la durée une capacité d'emprunt qui est souvent plus importante que si vous n'aviez pas ce prêt à taux zéro. Alors, il faut savoir que le PTZ, hein, on l'appelle plus communément ainsi, peut financer jusqu'à 50% de votre achat de votre future résidence principale. Par contre, en effet, il n'est accessible que pour la résidence principale. Donc, il faut être primo-accédant, c'est-à-dire ne pas avoir été propriétaire au cours des 2 dernières années pour pouvoir y prétendre. Et puis, comme l'a bien souligné Denis plusieurs fois tout à l'heure, c'est bien les revenus N-2 qui vont être pris en compte pour calculer donc ce prêt à taux zéro. Il y a un autre prêt. Alors, si vous êtes de la fonction publique, pour le coup, là, vous n'y avez pas accès. C'est plus pour les gens qui sont dans les salariés du privé. Mais si dans votre couple, il y en a un qui est de la fonction publique et l'autre du privé, vous pouvez cumuler éventuellement les aides. Et là, on a ce qu'on appelle le prêt accession d'Action Logement. Donc là, c'est ce qu'on appelle plus communément dans les entreprises le 1% patronal, hein, grosso modo. Donc là, pareil, vous avez donc des possibles, des montants, hein, notamment en général, c'est 30 000 euros, donc qui est réservé, comme je vous le disais, soit pour les acteurs des salariés du privé ou encore pour les travailleurs agricoles. Voilà, donc cette enveloppe est tout comme pour le prêt à taux zéro, hein, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, enfin si je l'ai dit, pardon, elle est soumise à condition de ressources, c'est pour ça qu'on se sert de vos revenus N-2. Donc pour le prêt social à accession d'Action Logement, c'est la même chose. Là, pour y avoir accès, vous passez par votre employeur qui saura vous guider pour avoir accès à Action Logement ou tout simplement vous allez sur le site. Et puis parfois, on peut avoir des coups de pouce qui proviennent directement des collectivités locales ou des employeurs ou même parfois du CSF, puisqu'on a des offres, nous aussi, régulièrement pour l'accession à la propriété. Et en fait, vous pouvez avoir des offres particulières qui peuvent se cumuler et qui puissent vous permettre d'acheter toujours avec des montants un petit peu réduits. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des collaborateurs du CSF, du conseiller CSF le plus proche de chez vous, et puis bien évidemment auprès de notre partenaire privilégié qui sont la Fédération des COP HLM. Voilà, donc comme le disait Denis, il a très bien fait la transition. Il y a différents moyens pour rechercher votre logement. Soit vous avez donc ce qu'on appelle chez nous la plateforme d'offre de logement, hein, qui est, vous voyez en dessous, csflogement.fr. Et puis, si vous souhaitez acheter dans le neuf, vous avez aussi une équipe spécialisée au CSF qui sont des conseillers en gestion de patrimoine dans le cadre de CSF Patrimoine. Pour financer votre projet, si vous le souhaitez, voilà, vous avez un QR code qui vous permet de prendre directement rendez-vous dès à présent, hein, si vous le souhaitez, sur un agenda par rapport à un conseiller proche de votre domicile. Donc, n'hésitez pas à flasher le code et puis à prendre votre rendez-vous pour avoir plus d'informations sur le financement et sur les offres de nos partenaires. Voilà, donc notre webinaire touche à sa fin. Là, je vais donner la parole à notre backup, on va dire, celle dont on n'entend pas parler depuis le début, mais qui est bien là, qui répond dans le fil de la conversation, qui est Cassandra, et qui va peut-être me donner certaines questions, peut-être les plus récurrentes. On va répondre à 2-3 questions, peut-être pour notre partenaire de la fédération. Sandra? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, il y a eu 2-3 questions. Mais merci à tous, à toi Elisabeth et également nos partenaires pour cette présentation. On a 2-3 petites questions. Une première qui concerne le PSLA. Si le taux qui est appliqué, quel taux était appliqué à la signature de l'achat? Est-ce que c'est le taux initial ou est-ce que le taux sera en vigueur et si on décide d'acheter le bien? Ça, c'est la première question. Le taux de prêt? Le taux, oui. Ah oui, d'accord. Le taux du financement, donc c'est ça la question. Le taux du financement, celui qui sera appliqué sera celui au moment de la levée d'option.
Donc, même si on vous fait une simulation aujourd'hui avec un préaccord, on va vous faire un préaccord et une simulation à l'instant T par rapport au taux en vigueur actuellement. Mais au moment où vous lèverez l'option, donc c'est 1 an, 2 ans plus tard, à ce moment-là, ce sera le taux en vigueur du moment qui sera appliqué. J'espère qu'on a bien répondu à vos questions. On a ensuite une autre question. Si au total on paye la redevance, donc, et le prix d'achat. On est d'accord, c'est bien le cas. Lors du... Alors, la redevance par rapport au PSLA ou par Oui, rapport au exactement. BRS? Au PSLA, je crois, parce que la question a suivi. Si la personne qui a posé la question veut bien nous donner une petite précision. Là, je vais peut-être laisser la parole au partenaire. Denis, tu veux Oui, répondre? oui, je vais répondre. Alors, s'agissant du PSLA, effectivement, quand on rentre dans son logement, hein, on paye cette redevance qui comporte cette partie d'épargne et donc l'indemnité d'occupation pour la contrepartie locative. Et donc, quand on passe chez le notaire, on va prendre un exemple 2 ans après, eh bien, le prix qui va servir de base, c'est le prix convenu à l'origine, lors de la signature du contrat de réservation, duquel se déduit la somme cumulée de cette partie d'épargne que vous avez payée chaque mois dans la redevance. Voilà. Et j'ajoute que de ce prix, il faut aussi déduire, parce que ça, je crois que je ne l'ai pas dit, 1% de remise par année d'occupation à compter de l'entrée dans les lieux, puisque la coopérative est tenue de faire une remise de son prix de 1% du prix par année d'occupation. Donc ça fait là 2% en moins, c'est quand même pas négligeable. En effet, c'est une précision importante. C'est vrai qu'on avait omis de préciser. Donc, merci Denis pour ces informations. Cassandra, encore une question ou... Oui, on en a encore quelques-unes, ouais. Alors, on ne fera peut-être pas toutes les questions Oui, parce qu'on bien ne pourra sûr. pas, on va encore en prendre une. Sachez que de toute manière, vos questions, on va pouvoir y répondre même une fois que le webinaire est terminé, hein. N'hésitez pas à continuer à en poser. Et encore mieux, vous pouvez aussi après vous rendre directement sur le stand de la Fédération des COP hein, pour rencontrer un conseiller qui saura vous répondre directement par rapport à vos besoins pour la partie logement. Et puis, si c'est sur le financement, bien vous allez sur notre stand à nous pour avoir plus de précision. Donc, n'hésitez pas. Donc, une dernière question, Cassandra? Oui, alors j'avais noté une petite question sur le PTZ, s'il était uniquement accessible à l'achat du bien neuf ou est-ce que ça fonctionnait aussi pour l'ancien? Alors, le prêt à taux zéro, c'est pour la résidence principale et c'est dans le cadre essentiellement du neuf. Mais en effet, on peut avoir le prêt à taux zéro qui peut parfois intervenir dans l'ancien, mais seulement dans le cadre de travaux de rénovation ou de travaux relativement importants. Et à ce moment-là, il faut que cela représente au moins 25% du coût de l'opération totale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 25% de travaux pour que vous puissiez prétendre à ce moment-là au prêt à taux zéro dans un logement ancien et seulement sur certains secteurs. Voilà. Donc, de fait, il est important en effet de vous renseigner avant pour savoir si vous pouvez en bénéficier à ce moment-là. Notre webinaire donc touche à sa fin. Je vous remercie tous donc d'avoir été présents et d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire. Comme indiqué dès le départ, vous pourrez bénéficier bien évidemment du replay si vous souhaitez le regarder ultérieurement tranquillement. Encore une fois, n'hésitez pas, on est là pour vous toute la journée. Alors après aussi, hein, bien évidemment, mais dans notre cadre du e-salon, on est vraiment là pour vous toute la journée. Tout le monde est mobilisé pour essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas à aller vous balader sur les différents stands pour avoir les renseignements que vous souhaitez. D'autres webinaires, mais je pense que vous l'avez vu lorsque vous êtes inscrit au e-salon, il y a d'autres webinaires qui vont avoir lieu tout au long de la journée sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à revenir et à vous connecter sur ces différents webinaires pour prendre toutes les informations dont vous avez besoin et que vous souhaitez pour parfaire vos connaissances dans les différents domaines et dispositifs existants. Bon, j'espère qu'il n'y a plus de secret pour vous ni sur le PSLA ni sur le BRS. En tout cas, un grand merci à Denis et à Juliette hein, pour leur présence et pour leurs explications. On vous souhaite tous et à toutes, bien sûr, un très bon e-salon et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain webinaire.
Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.